à Grégory Dacko, donc qui est Chief Economist US chez Oxford Economics, et également donc d'être des nôtres aujourd'hui, donc la veille d'investiture de Joe Biden, qui sera demain une journée très importante aux États-Unis et pour le monde entier. Je vais présenter rapidement Monsieur Grégory Dacko. Donc Grégory Dacko est l'économiste en chef donc chez Oxford Economics. Il est responsable de la production des perspectives économiques américaines réalisées à l'aide de modèles économiques mondiaux de Oxford Economics. Il dirige également une équipe d'économistes de haut calibre qui produit des analyses sur l'économie américaine, la Fed et la politique fiscale, ainsi que des analyses donc, de marché intra-journalières. Il anime régulièrement des réunions d'information sur l'économie mondiale à l'intention donc, des conseils d'entreprise, des associations professionnelles et des décideurs de tout niveau. M. Dacko est également souvent cité par des publications nationales et internationales, comme on l'a vu avec l'ECHO, et est un invité également fréquent de CNBC, Bloomberg et NPR. Avant de rejoindre Oxford Economics, Greg donc était directeur de la recherche macroéconomique américaine chez IHS Global Insight. Il a également travaillé au département des affaires économiques de l'ambassade de Belgique en Australie et à la représentation permanente de la Belgique auprès des Nations Unies à Genève. Greg est également membre du conseil d'administration de la National Association for Business Economics, donc la NABE, NABE, ancien président également du chapitre de New York de la NABE, ainsi que du cofondateur et ancien président du chapitre de Boston, NABE. Il est titulaire d'une maîtrise en économie de l'Université de Boston et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Louvain en Belgique. Alors, son thème aujourd'hui, c'est entre réalité sanitaire et espoir politique. Quel sera le visage de l'économie américaine sous Biden? Voilà donc un beau programme qui nous attend. Donc, tous les micros seront coupés. Il suffira simplement donc via la main levée pour l'activer et ensuite vous pourrez donc poser vos questions. L'intervention durera plus ou moins donc une bonne demi-heure et donc après vous aurez l'occasion de vous entretenir avec lui et avec nous. Voilà. Je vais céder la parole rapidement à M. Grégory Dacko. Voilà. Je vous cède la parole et je coupe les différents micros encore ouverts chez nous. Merci beaucoup Didier et bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager nos perspectives économiques avec le club et d'avoir, j'espère, un débat et une conversation à la fin de ma présentation parce que je pense qu'on est dans un moment historique en matière de développement économique aux États-Unis et un moment qui va être clé pour définir l'avenir des prochains mois et des prochaines années. Donc j'ai fait une petite présentation que je vais partager maintenant. Voilà. Est-ce que vous pouvez le voir? Est-ce que vous voyez le premier slide? Oui, on le voit très bien. Parfait, super. Donc, comme Didier, tu l'as expliqué, je comptais en fait définir vraiment cette présentation comme étant une présentation qui tisse le lien entre la réalité sanitaire et l'espoir politique qu'on voit avec l'avènement de Joe Biden qui sera inauguré demain, comme on vient d'en discuter juste avant le début de la présentation. Et donc une situation qui est à nos yeux assez critique, puisqu'on a une incertitude politique qui est assez élevée, une incertitude sanitaire qui est assez élevée, donc une incertitude par rapport à la direction de l'économie qui est elle aussi assez élevée. Alors, quand je décris l'économie américaine, je commence toujours par ce qu'il en est de la situation sanitaire, parce que on a tendance à l'oublier, mais la crise économique est d'abord et avant tout une crise sanitaire. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas une solution durable à la crise sanitaire, la crise du Covid, on n'aura pas de solution économique qui sera durable. Donc si on observe les conditions sanitaires en ce moment, on se rend compte qu'on est dans une situation assez critique aux États-Unis, en Europe aussi, mais les États-Unis sont particulièrement fort touchés par la crise sanitaire, en particulier lorsqu'on regarde les chiffres par capita, par habitant. On a en fait eu 3 vagues successives aux États-Unis. On a eu la première vague au cours du mois de mars et avril, qui a fortement touché la côte Est et New York en particulier. Puis on a eu cette deuxième vague en Californie et en Floride au cours de l'été. Et plus récemment, on a eu cette vague dans le Midwest qui a commencé autour d'un rallye pro-Trump et qui s'est propagée à travers
toute l'étendue des États-Unis et une vague qui est assez critique, une vague qui nous laisse dans une situation un peu précaire puisque on sait il y a différentes variantes du Covid qui sont en train de se propager, la variante anglaise, la variante sud-africaine, la variante brésilienne, qui sont plus contagieuses et qui viennent à un moment où la situation sanitaire aux États-Unis est assez critique. Une situation qui n'est pas seulement due au nombre d'infections que l'on observe aux États-Unis, mais aussi due au taux d'hospitalisation et au fait que beaucoup d'hôpitaux sont à pleine capacité et donc n'ont pas vraiment les moyens de subvenir aux besoins des gens qui tombent malades. Et malheureusement, on a un taux de mortalité qui est assez élevé. On observe de nos jours à peu près 4000 personnes qui décèdent malheureusement tous les jours. Ça fait une personne toutes les 20 secondes aux États-Unis, ce qui est énorme et ce qui représente encore un risque très important. Alors, même si les nouvelles sont encourageantes en matière de vaccination, on est dans une situation assez critique, en particulier lorsqu'on considère le fait qu'il y a ces nouvelles variantes que je viens de décrire, qui sont en train de se propager à travers l'Angleterre, à travers l'Europe, et maintenant on a recensé quelques cas aux États-Unis qui pourraient mener à une situation encore plus critique dans les prochaines semaines et dans les prochains mois d'un point de vue sanitaire. Alors, l'espoir de différents vaccins, de multiples vaccins, est plutôt encourageant puisqu'on a vu que plusieurs compagnies ont maintenant été approuvées pour distribuer leurs vaccins. En matière de distribution aux États-Unis, on est à un début un peu hésitant, c'est-à-dire qu'on a vu un taux de vaccination qui s'est accru au cours des dernières semaines, mais qui reste en deçà de ce qui serait nécessaire pour atteindre une vaccination de toute la population assez rapidement. Si on regarde les derniers chiffres, on est à peu près à 750 000 vaccinations par jour, ce qui semble un chiffre très élevé, mais il ne faut pas oublier que les États-Unis comptent 330 millions d'habitants. Donc même si on arrivait à un taux de vaccination d'1 million de personnes par jour, il nous faudrait presque une année entière pour vacciner toute la population. Donc maintenant, si on regarde les derniers chiffres, on est à peu près à du 4% de la population qui a été vaccinée, un taux de vaccination de 750 000 par jour, ce qui est pas mal, mais ce qui reste bien en deçà de ce à quoi on s'attendrait dans une situation relativement facile en matière de vaccination. Donc les chiffres, en fait, les derniers chiffres indiquent que cette vaccination va mettre plus de temps qu'espéré et donc que la reprise économique elle-même, puisque je l'ai décrit au début, sera d'autant plus lente que la situation sanitaire ne mettra de temps à se restaurer. Alors, on a fait pas mal d'études par rapport à différents scénarios de vaccination et je pense qu'il est important de comprendre quel est notre scénario de base. Notre scénario de base consiste en fait à une attente de vaccination d'à peu près 30% de la population d'ici fin mars, ce qui équivaut à peu près à 1,2 million de vaccinations par jour. Donc je l'ai dit, on est à 750 000. Donc on a encore pas mal de marge avant d'atteindre ce taux de vaccination. Il est possible qu'on y arrive puisqu'on a non seulement plusieurs vaccins qui sont mis en place au même moment, on a les Moderna, on a le Oxford et on a le Pfizer qui ont été commandés aux États-Unis, donc les doses sont disponibles, donc il y a cette possibilité d'augmenter le rythme de vaccination, mais il y a toujours cette question politique que l'on observe à travers tout le monde, de savoir qui va avoir la priorité, comment, d'un point de vue logistique, on va distribuer ces vaccins et comment accélérer le rythme de vaccination de manière générale. Donc, si on a ce scénario de base d'à peu près 1,2 million de personnes qui sont vaccinées par jour, on devrait vacciner à peu près 30% de la population, ce qui représente en fait les tranches les plus vulnérables de la population, les gens qui sont plus âgés, les personnes qui travaillent dans le milieu médical, les personnes qui travaillent dans l'éducation et les personnes qui travaillent dans le secteur de la distribution. Donc, si on parvient à faire cela, on sera déjà à un niveau assez intéressant d'un point de vue économique, puisque les personnes les plus exposées, potentiellement les plus exposées au virus, seront protégées d'ici la fin mars. Dans un scénario plus pessimiste, on est 2 mois derrière ce scénario de base. Dans un scénario plus optimiste, on est 2 mois en avance par rapport à ce scénario. Si on observe les dernières données, on est plutôt vers le bas de ce graphique, donc vers les points rouges, c'est-à-dire une tendance beaucoup plus faible qui voudrait dire qu'en fait, même d'ici à juin, on serait seulement à 50% de la population qui aurait été vaccinée, ce qui est en deçà du taux critique, du seuil critique, qui voudrait dire qu'en fait ce virus aurait moins de tendance à se propager et donc que les risques de mortalité seraient amoindris. Alors,
avec ce backdrop de la situation de vaccination, je pense qu'on peut comprendre de manière plus aisée la situation économique et la phase de transition assez délicate dans laquelle on est actuellement. C'est-à-dire que la crise économique américaine a eu des caractéristiques très, très intéressantes, uniques en matière de taille, puisqu'on a vu une réduction du PIB de l'ordre de 10%, ce qui est énorme pour comparer. On peut prendre par exemple la crise financière de 2008-2009, où on avait une contraction économique de l'ordre de 4%, donc 2,5 fois plus petite que ce qu'on avait vécu, ce qu'on a vécu ici en début d'année 2020, mais, et je pense que c'est plus important, une crise qui a été très très rapide, c'est-à-dire qu'en 2 mois, on a vu cette réduction du PIB de 10%, alors qu'en 2008-2009, il avait fallu 2 ans, un peu plus de 2 ans, pour voir une contraction de 4%. Donc une crise qui n'a non seulement été très importante, mais aussi une crise qui a été très rapide. Pour comparer à d'autres crises, la Grande Dépression, par exemple, avait vu une contraction de l'ordre de 20% en matière du PIB américain, donc un peu moins de la moitié de ce qu'on avait vu pendant la Grande Dépression, mais en l'espace de seulement 2 mois. Alors, ce qui est très intéressant aussi aux États-Unis, c'est qu'on a eu une reprise économique très rapide, en particulier dès le mois d'avril, même mai, on a vu une croissance, une reprise de la consommation, une reprise des investissements qui a été très rapide, et ce qui a mené en fait à ce que le troisième trimestre voit une reprise économique de l'ordre de presque 3/4 de la perte de PIB qu'on avait observé, et si on regarde le quatrième trimestre, les données ne sont pas encore sorties, mais on s'attend à ce qu'il y ait une croissance qui nous rapproche à presque 80% de reprise par rapport à la perte qu'on avait eue en début d'année. Alors, on est dans cette phase 2, cette phase délicate de la reprise économique, une phase qui voit les gains faciles, la reprise facile qu'on avait vue au mois de mai, au mois de juin, disparaître, et une phase dans laquelle on a cette incertitude par rapport à l'avenir sanitaire du pays, une situation qui reste relativement critique en matière du nombre de cas, en matière du nombre de décès, mais aussi cet espoir de vaccination qui laisse espérer à un environnement de croissance plus fort dans les mois à venir. Donc cette phase assez délicate à naviguer d'un point de vue économique. Et on le voit si on regarde en particulier les données à haute fréquence. C'est-à-dire qu'on a développé à Oxford un indicateur de reprise économique qui prend en compte différentes mesures de l'économie, donc une dimension médicale, une dimension sanitaire, une dimension de mobilité, une dimension de demande, de production, d'emploi. Et si on met tous ces différents éléments les uns sur les autres, on se rend compte qu'en fait, donc on a eu cette reprise très rapide et très très tôt en matière de reprise économique, puisque dès la fin du mois de mars, le milieu du mois d'avril, on avait déjà cette reprise économique qui était en train de prendre forme. Mais par contre, on a vu ces vagues successives où, de manière générale, la croissance s'est ralentie et on a atteint un plateau vers la fin du mois de septembre, et le mois d'octobre et novembre ont été 2 mois assez difficiles puisqu'on a vu une situation sanitaire qui s'est détériorée. La mobilité des gens à travers le pays s'est fortement réduite, l'emploi s'est amoindri, et on est dans une situation dans laquelle la demande, au final, ce qui est l'élément le plus important pour l'économie américaine, la demande américaine s'est aussi affaiblie. Donc on rentre en 2021 avec relativement peu de momentum, relativement peu de dynamisme, et donc c'est une situation qui reste critique et assez délicate. Alors, c'est toujours utile, je pense, de comparer toute reprise économique ou toute dimension économique avec ce qui s'est passé par le passé. Je pense que c'est utile de comparer avec ce qui s'est passé pendant la crise financière, puisqu'on a eu un choc relativement brutal, et comme je l'indiquais, on était au troisième trimestre, au point le plus bas, à l'équivalent le plus bas de la crise financière. C'est-à-dire que malgré le rebond assez rapide, on était seulement à ce niveau-là, au niveau le plus bas de la crise financière. On s'attend à ce qu'il y ait une reprise économique un peu plus rapide que ce qu'on a vécu au cours de la crise financière, principalement dû à un support fiscal beaucoup plus important. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on a vécu sous l'ère Obama, où les démocrates avaient la présidence, mais les républicains contrôlaient le Sénat, et donc s'opposaient à pas mal de mesures de support économique, ici on est dans une dynamique totalement différente dans laquelle Joe Biden, bien sûr, sera le président, mais il aura un contrôle
du Sénat avec 50 voix, ce qui n'est pas assez pour passer tout ce qu'il veut en matière de loi, mais ce qui est assez pour passer certaines lois et certains programmes de support fiscal, comme on le verra dans une minute, ce qui va permettre de relancer l'économie au cours de 2021 et lui donner un peu plus de dynamisme par rapport à la reprise économique qu'on a vécue pendant la crise ou après la crise financière. Alors, pour évaluer un peu la dimension économique en ce moment même et savoir un peu où on se situe en matière de croissance, on est dans une situation, comme je l'ai dit, où l'économie américaine a relativement peu de dynamisme. On a vu une croissance assez rapide des chiffres à l'emploi pendant la première phase de la reprise, mais depuis le mois de septembre et octobre, on a vu un ralentissement assez marqué, avec même une perte de 140 000 emplois au mois de décembre, ce qui était la première perte depuis cette reprise économique. Alors, les chiffres sont incroyables presque, puisqu'on avait perdu 22 millions d'emplois au cours du mois de mars et du mois d'avril. Rien qu'au mois d'avril, on avait perdu plus de 20 millions d'emplois. Pour donner une idée et une perspective par rapport à l'historique, les 20 millions d'emplois, c'est à peu près l'équivalent du nombre d'emplois qui avaient été créés depuis 2009. C'est-à-dire qu'au cours des 10 dernières années, on avait créé à peu près aux États-Unis 20 millions d'emplois et on en a perdu 22 en l'espace de 2 mois. Donc, pour donner une dimension à cette crise du Covid. Donc, comme je l'ai dit, on a eu une reprise d'abord qui a été très rapide, puisqu'on a repris au cours des 4 premiers mois de la reprise économique, on a repris pas loin de 9 millions d'emplois. Et puis, on a vu ce ralentissement graduel de l'emploi avec la situation sanitaire qui se détériorait, la mobilité qui s'amoindrissait et le marché de l'emploi qui souffrait et qui voyait de plus en plus de gens à nouveau postuler pour des allocations de chômage, plus en plus de gens qui se retrouvaient sur le bord du marché du travail sans vraiment de solution en matière d'emploi. Alors, c'est vrai que si on compare, en particulier lorsqu'on compare le taux de chômage en Europe et aux États-Unis, il faut toujours prendre en compte la dimension de flexibilité du marché du travail. On a vu un taux de chômage qui a vraiment atteint des records à presque 15%, un taux de chômage qui était probablement sous-évalué, puisqu'on a eu non seulement une augmentation du nombre de chômeurs, mais aussi pas mal de gens qui ont quitté le marché du travail et qui n'étaient donc plus comptés dans la force de participation au marché du travail. Et puis, une réduction assez significative du taux de chômage qui peut laisser croire que le marché du travail se porte plutôt bien. Alors, je mettrai un peu de nuance à cette perspective, puisque on reste pas loin du pic qui avait été atteint au cours des 7 dernières récessions, donc un pic relativement élevé. Mais en plus, et je pense que c'est très important à souligner, si l'on ajoute les différentes dimensions du marché du travail en matière de calcul du taux de chômage, en matière de participation au marché du travail, on a un taux de chômage réel qui est probablement 2 à 3% plus élevé que le taux de chômage officiel. C'est-à-dire que si on prend en compte les gens qui se disent absents du travail, mais qui en réalité sont au chômage, et en particulier si on prend en compte la perte de participation au marché du travail, qui est due soit à un manque d'opportunités ou à une obligation, puisqu'on sait qu'un gros problème aux États-Unis, c'est la crise de l'éducation, puisqu'en même temps qu'on a cette crise du Covid, on a une crise de l'éducation où la plupart des écoles sont fermées, en particulier dans le secteur public, et donc ce qui a forcé en fait pas mal de personnes à quitter leur emploi, et en particulier, on le voit en matière de participation des femmes au marché du travail, on a vu un recul assez significatif. Et si on prend en compte cette réduction de la participation qui est soit de manière obligée ou de manière désirée, on a un taux de chômage qui est toujours pas loin des 10%, et donc un taux de chômage qui reste assez élevé et assez critique, et donc une progression du marché du travail qui a encore pas mal de chemin à parcourir avant de rétablir l'ordre qui était en place avant la crise du Covid. Alors, ce n'est pas seulement le taux de chômage qui est important, je pense que c'est qui est au chômage et depuis combien de temps. Si l'on observe la durée de chômage aux États-Unis, on se rend compte que plus d'une personne sur 3 est au chômage depuis plus de 6 mois. Donc,
bien qu'on ait un marché du travail qui soit très flexible aux États-Unis, on est quand même dans une situation assez critique puisque de plus en plus de gens sont au chômage de longue durée. Et on sait que le plus de temps les gens passent au chômage, le plus de difficultés ils auront à réentrer sur le marché du travail. Et donc, on aura un manque à gagner relativement important par rapport à tout ce qui est revenu et bien sûr qualité de travail dans les années à venir. Alors, si on regarde l'effet et l'impact de la crise du Covid sur le marché du travail, il est beaucoup plus significatif que ce qu'on a vu en matière de PIB. Donc le paradoxe, un des paradoxes du Covid, c'est que le PIB a eu un choc relativement important, je l'ai dit, à peu près 10% en matière de perte du PIB, mais une reprise très rapide au cours du troisième trimestre. On était déjà à un rebond de l'ordre de 7,5%, et puis on s'attend à ce que le quatrième trimestre montre encore une reprise de l'ordre de 1%. Donc, on est dans une situation en matière de PIB où le manque à gagner est à peu près de 2% en début d'année 2021. Or, le manque à gagner au niveau du marché du travail est pas loin des 50%. Donc, on a repris à peu près la moitié des emplois qu'on avait perdus, mais il reste l'autre moitié à gagner. Et on est dans une situation dans laquelle on s'attend à une croissance relativement faible du marché du travail, une croissance pour laquelle il faudra probablement encore 2 ans, si pas plus, avant que le marché du travail retrouve le même genre d'emploi que ce qu'on avait en février 2020. Donc encore 2 années et ces 2 années seront assez longues puisque même si on venait à avoir une croissance du marché de l'emploi de l'ordre de 400 000 nouveaux emplois par mois, ce qui ferait à peu près 5 millions par an, il nous faudrait encore, comme je l'ai dit, 2 ans pour voir ce rebond du marché du travail. Et 400 000 emplois par mois, c'est énorme, c'est à peu près le double de ce qu'on voit en temps normal. Alors oui, on va avoir une accélération de la croissance au cours des mois de probablement mai, juin, juillet, août, mais on reste dans une dynamique qui sera probablement plus faible une fois qu'on arrivera à la fin de l'année 2021 avec un essoufflement et une normalisation du taux de croissance, ce qui va être assez important vers la fin de 2021. Alors, le paradoxe qui est important, l'autre paradoxe qui est très important à retenir en matière de comparaison de croissance entre les États-Unis et l'Europe, c'est qu'aux États-Unis, les politiques ont favorisé une préservation du revenu disponible. C'est-à-dire qu'au détriment du marché du travail et de l'emploi, les autorités ont préféré subvenir aux besoins en matière de revenus disponibles, là où en Europe, on a préféré préserver les emplois, en particulier une réflexion par rapport à la flexibilité du marché du travail, mais on a vu qu'aux États-Unis et au Canada, on a eu une augmentation assez significative du revenu disponible de la population, de pas loin de 10%. Alors c'est énorme et c'est en fait une image qui reflète les transferts qui ont été mis en place à différentes occasions par les autorités américaines à travers entre autres le CARES Act qui était évalué à presque 2000 milliards de dollars, qui a augmenté les allocations de chômage, non seulement en matière d'allocations mensuelles, mais aussi en matière de durée des allocations de chômage qui ont été étendues à travers ce CARES Act, et aussi à travers des chèques qui ont été envoyés aux différentes familles à travers les États-Unis, des chèques qui ont été directement déposés sur les comptes de nombreuses familles américaines. Donc, de manière assez intéressante, aux États-Unis et au Canada, on a vu cette augmentation assez significative du revenu disponible, ce qui a permis aux gens, et en particulier aux personnes ayant des revenus plus faibles, de dépenser de manière accrue. Et donc, cette dynamique en matière de revenus a mené à un autre paradoxe en matière de reprise économique qui, en fait, a montré que les populations à revenus plus faibles étaient les premières à avoir un rebond dans leur consommation. Ça, c'est les 3 lignes qu'on voit sur ce graphique, où les familles à plus faible revenu qui sont en rouge ont vu ce rebond beaucoup plus rapide juste après qu'elles aient reçu les chèques qui ont été envoyés par le Trésor. Et donc vraiment, cette croissance accélérée avec une consommation bien sûr plus orientée vers les biens durables, ce qui est généralement le panier de consommation de préférence de ces familles à plus faible revenu.
Et les familles à plus haut revenu, on pourrait se poser la question de pourquoi la reprise économique a été moins forte, pourquoi la reprise de consommation a été moins forte. Et de manière générale, c'est parce que même si les revenus de ces familles ont été peut-être moins affectés, ces familles ont plutôt tendance à consommer des services, c'est-à-dire des voyages, des restaurants et des biens plutôt de luxe qui ne sont pas accessibles en temps de Covid. Et donc, on a vraiment cette différence assez marquée entre, d'une part, les familles à plus faible revenu qui ont vu cet afflux monétaire et ce transfert fiscal relativement important qui a permis de subvenir à leurs besoins de consommation, et d'autre part, les familles à plus haut revenu qui ont généralement été moins impactées par la crise du Covid en matière d'emploi ou en matière de revenus disponibles, mais qui n'ont pas consommé autant puisqu'elles n'ont pas nécessairement les moyens ou la possibilité ou par peur de consommer certains biens, certains services de consommation. Alors, cette différence entre les différents secteurs est visible ici. On parle beaucoup aux États-Unis de reprise en quart, c'est-à-dire que le secteur des biens durables, de manière moins significative, mais le secteur des biens non durables aussi, les deux secteurs ont vu une reprise économique relativement forte, tandis que le secteur des services a vu une reprise qui est relativement plus faible et reste à peu près 10%, à peu près 7% en dessous de ce qu'il était juste avant la crise. Donc vraiment, ces différenciations assez marquées entre qui consomme et comment les différentes personnes consomment qui influent sur le type de reprise économique qu'on est en train de vivre. Alors, l'élément qui est encourageant en matière de reprise économique aux États-Unis, c'est que le fait que de nombreuses familles n'aient pas pu dépenser, et en particulier n'aient pas pu dépenser sur le secteur des services, a fait que ces familles ont accumulé une épargne relativement significative. On parle d'à peu près 1500 milliards de dollars qui ont été mis de côté, un taux d'épargne qui au mois d'avril est monté jusqu'à au-dessus de 30%, qui est redescendu plus récemment, mais qui reste assez élevé. Et si on prend l'épargne cumulée au cours des 10 derniers mois, on est à peu près à 1500, 1600 milliards de dollars qui ont été accumulés au cours des derniers mois jusqu'à la fin décembre. Alors, c'est un élément très important puisque on sait qu'une partie de cette épargne va être mise à contribution en matière de dépenses du consommateur dans les mois qui viennent, mais la question clé, c'est de savoir quand. Et la réponse à cette question clé va être définie une fois qu'on aura une solution sanitaire à la crise que j'ai élaborée plus tôt. Et on estime que d'ici avril, mai et en particulier juin, on va avoir une relaxation graduelle de la peur par rapport au virus, une relaxation graduelle par rapport aux mesures de restriction qui ont été mises en place, et donc une possibilité accrue de dépenser plus en matière de services dans des services tels que la restauration, tels que le secteur du voyage, vont voir une augmentation de la croissance qui devrait être assez soutenue et assez forte. Alors, un élément qui est assez important et souvent oublié en matière d'évolution économique aux États-Unis, c'est que le marché de l'immobilier a eu une croissance qui a été démesurée par rapport à la crise économique. On a vu un choc assez profond au mois de mars et au mois d'avril, mais depuis lors, depuis mai à peu près, on a vu un rebond qui était très très fort en matière de vente de nouvelles maisons, puisqu'on a eu toute une série de personnes, surtout les personnes à plus haut revenu qui avaient moins de dépenses dans le secteur des services, qui ont décidé de réorienter une partie de leurs demandes vers le secteur immobilier et ce désir aussi de migration en dehors des grands centres urbains. C'est-à-dire qu'en temps de crise, on a vu pas mal de familles, New York est un très bon exemple, pas mal de familles qui vivaient à Manhattan, qui vivaient à Brooklyn, qui ont décidé de sortir de la ville et d'aller essayer de trouver un environnement où les gens sont bien sûr moins proches et un environnement où il y a moins de densité urbaine et donc moins de risque de propagation du virus. Alors, en matière de propagation, c'est peut-être pas le meilleur argument, mais en matière de style de vie, je pense que c'est un élément très très important qui a eu une influence assez importante sur le marché de l'immobilier. Et on a vu vraiment ce rebond assez impressionnant qui a fait qu'en fait, on a été dans une dynamique dans laquelle les prix ont fortement augmenté.
et les prix continuent à augmenter assez fortement, mais ils sont contrebalancés par le fait que les taux d'emprunt aux États-Unis ont fortement baissé au cours de l'année qui vient de se dérouler. Même depuis 2018, en fait, on a vu une réduction des taux d'emprunt sur les emprunts hypothécaires à 30 ans qui a été assez importante, presque de moitié. On était à 5% vers le milieu de 2018. On est maintenant pas loin des 2,5% en matière d'emprunt sur 30 ans. Donc, on a vraiment une baisse assez significative du taux d'emprunt hypothécaire, ce qui a fait qu'en fait, ça a permis à pas mal de familles qui avaient les moyens, qui n'avaient pas nécessairement été autant affectées par la crise du Covid, d'investir sur le marché immobilier et donc de prendre avantage de ces taux relativement faibles. En matière d'activité des entreprises, on a vu une dynamique assez intéressante puisque on a la dynamique bien sûr du Covid qui a une influence très importante sur les petites et moyennes entreprises, mais aussi un environnement politique, et je vais venir dans une seconde à l'environnement politique qui je pense est très important, mais un environnement politique qui a une influence assez significative sur tout ce qui est croissance des petites et moyennes entreprises, puisqu'on l'a vu au cours du mois de décembre du mois de novembre et du mois de décembre, on a une réduction assez forte de la confiance des petites et moyennes entreprises, qui est en fait exactement l'inverse de l'augmentation de confiance qu'on a eue juste après les élections de 2016. Alors ça peut paraître être un paradoxe, mais la plupart des petites et moyennes entreprises, et en particulier la plupart des entreprises qui répondent à ce sondage qui est effectué tous les mois par l'association des petites et moyennes entreprises, est assez républicain. Et donc on a cette dimension politique qui va au-delà de la dimension économique, qui reflète en fait beaucoup plus de crainte par rapport à l'avènement de Joe Biden, notamment en matière de régulation du secteur des petites et moyennes entreprises. Alors, ce qui est très important à comprendre, c'est que même si ces attentes ont tendance à avoir des variations assez importantes, tout ce qui est planification et tout ce qui est vraiment investissement ne change pas autant. Et donc, en fait, on est plus dans une dynamique d'attente, d'expectatives qui ne sont pas toujours réalisées, plutôt qu'un élément d'investissement et d'argent qui serait vraiment dépensé en matière de nouveaux investissements. Et si on regarde de manière générale la dynamique des petites et moyennes entreprises, qui revient un peu au point du dynamisme dont j'étais en train de parler un peu plus tôt, c'est que en fait on a un secteur des petites et moyennes entreprises qui reste relativement faible. Au cours des 2 derniers mois, comme je l'ai montré avec notre indicateur de reprise économique, on est dans une dynamique qui est assez faible. C'est-à-dire qu'on a eu des chocs assez importants pendant la période de Thanksgiving, pendant la période de Noël, pendant la période de la nouvelle année, qui sont des one-shots, mais de manière générale, on revient à chaque fois à une tendance qui est un tout petit peu plus faible. Or, ce n'est pas du tout la direction qu'on aimerait voir pour ces petites et moyennes entreprises, et cela reflète de manière générale un environnement dans lequel il y a une incertitude qui reste assez importante. Il y a un climat qui est bien sûr plus froid en hiver, qui permet à moins de restaurants d'ouvrir à l'extérieur, puisque ça a été le grand développement du Covid, c'est que de nombreux restaurants américains ont créé des terrasses qui ont permis de continuer à servir les gens, mais en hiver, manger quand il fait -5 ou -10, c'est à l'extérieur, c'est pas vraiment idéal. Et donc, on a toute une série de secteurs qui avaient vu une certaine reprise assez dynamique pendant l'été, qui se voient maintenant restreints en matière d'activité économique. Et ça, c'est un secteur qui va être clé en matière de dynamisme et qui, je pense, va reprendre, mais va mettre encore 2, 3, peut-être 4 mois avant de voir cette reprise plus marquée en matière de dynamisme. Et en ce même moment, on a une reprise relativement rapide de tout ce qui est plus grosses entreprises, entreprises de manufacture. Alors, aux États-Unis, la manufacture n'est pas aussi important que dans d'autres pays. On parle d'un secteur de la production industrielle qui représente à peu près 10% de l'économie américaine, donc bien moins que les 90% du secteur des services, mais néanmoins un secteur qui est important et qui a vu un rebond relativement rapide et qui continue à avoir ce rebond relativement rapide qui en fait est dû au fait que la plupart de ces entreprises permettent aux employés de travailler de manière assez distante en évitant le risque de contagion. Alors, le Covid reste une préoccupation très importante dans le secteur de la production industrielle,
mais on voit ce dynamisme qui est en train de reprendre et notamment qui est en train d'être supporté par deux secteurs clés. Le secteur de l'automobile qui avait une très très forte demande et un très fort rebond au cours du mois de mai et juin, et le secteur de la production aéronautique avec Boeing qui a recommencé à avoir beaucoup plus de demandes pour ces appareils suite au fiasco du 737 MAX qui avait été mis de côté dû aux deux crashs qu'on avait observés dans les mois qui précédaient le Covid. Donc un rebond qui est mené à la fois par le secteur de l'automobile, mais aussi par le secteur de l'aéronautique, qui est plutôt encourageant. Alors, pour parler un tout petit peu de politique monétaire, parce que je pense que c'est important, avant qu'on observe la politique fiscale, en matière de politique monétaire, la grosse question du moment, c'est que va-t-il se passer en matière d'inflation et est-ce que la Fed, qui a montré une politique très souple au cours des derniers mois, va tout à coup se retourner et offrir une politique plus stricte et plus ferme. Alors oui, on va avoir une inflation accrue. Oui, l'inflation va probablement surpasser les 3%, ce qui serait du jamais vu au cours des dernières années, mais cela risque dans un premier temps d'être de manière assez temporaire, puisqu'on aura un effet de base assez important. Et c'est quoi cet effet de base? C'est que au cours des mois de mars et des mois d'avril, on a vu les prix qui ont fortement baissé. Or, si les prix augmentent un an plus tard, en mars et en avril, on a un effet de base, c'est-à-dire que la comparaison du mois de mars et la comparaison avec le mois de mars de l'année précédente et la comparaison du mois d'avril avec le mois d'avril de 2020 va être assez élevée. Donc, cet effet de base va supporter l'inflation, va lifter l'inflation au-delà de 3%. On aura aussi, comme je l'ai expliqué, cette recrudescence de l'activité économique qui va graduellement reprendre au cours de la fin du printemps et au cours du début du mois de mai, juin et juillet, avec une amélioration de la situation sanitaire. Et donc, on va avoir cette inflation qui va probablement surpasser 3%, alors que l'objectif de la Fed est d'à peu près 2%. Mais si on regarde vers la fin 2021 et jusqu'en 2022, on s'attend à ce qu'en fait, il y ait une modération de l'inflation qui restera relativement élevée par rapport à ce qu'on a vécu historiquement, mais qui ne sera pas inquiétante en matière de politique monétaire, et donc une inflation qui permettra à la Fed de maintenir sa politique assez souple. Alors, un des éléments clés en matière de politique monétaire, c'est que la Fed a défini un nouveau cadre de politique monétaire qui vient à définir en fait trois objectifs pour une augmentation des taux. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place un nouveau cadre de politique monétaire qu'ils ont appelé le Flexible Average Inflation Targeting Framework, qui est assez compliqué, mais en fait qui revient à dire que la Fed va se préoccuper principalement d'atteindre un objectif d'inflation de 2% et même d'excéder de manière modérée cet objectif d'inflation en se concentrant de manière principale sur une reprise du marché du travail qui bénéficie à tout le monde, au plus de monde possible et pas seulement à une élite. C'est-à-dire que la Fed ne va plus être concernée par un objectif de chômage, de taux de chômage, disons de 4%, mais elle va être plutôt concernée par des signes d'inflation. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'inflation et que le taux de chômage est à 4%, il n'y a pas de raison de raffermir la politique monétaire. Donc on risque d'avoir dans les mois qui viennent, même dans les années qui viennent, une politique monétaire qui reste assez souple, avec les taux qui risquent de rester pas loin de zéro pendant les prochaines années. Nous, on s'attend à ce que la Fed augmente ses taux vers la fin 2023, peut-être début 2024. Ça dépendra un peu de la politique fiscale des années à venir. Et un programme de QE, un programme d'achat d'actifs qui restera en place probablement à travers toute cette année et, à mon avis, bien jusqu'en 2022. Alors, comme je l'explique, nous, on s'attend à ce que la politique monétaire se raffermisse en 2024 avec une augmentation relativement lente du taux directeur. Les marchés sont un peu plus s'attendent à une accélération un peu plus rapide, c'est la ligne jaune ici, et on s'attend à ce que cette reprise économique accélère peut-être l'augmentation des taux, mais pas plus tôt que 2023. C'est-à-dire que s'il devrait y avoir une augmentation des taux, je pense que dans un cas de figure où l'économie américaine reprendrait de manière assez significative, on aurait une augmentation des taux au plus tôt en 2024.
2023. Alors, est-ce qu'il y a un risque d'augmentation des taux à long terme qui pourrait s'apparenter à ce qu'on a vécu en 2013 lorsque la Fed a commencé à discuter d'une potentielle fin de ces rachats d'actifs? Je ne pense pas que ce soit nécessairement le cas pour maintenant. C'est vrai qu'on a vu une dynamique d'augmentation des taux à long terme qui reflète plutôt cette attente d'une croissance accrue, d'une inflation accrue, mais je ne pense pas qu'on soit dans une dynamique qui pourrait risquer le taper tantrum qu'on a vécu en 2013 lorsque Bernanke avait annoncé la fin du programme de QE. Je ne pense pas qu'on soit dans cette dynamique, une dynamique similaire aujourd'hui, peut-être d'ici 1 an ou même 2 ans, mais pas aujourd'hui en matière de taux à long terme. Les conditions financières restent très très souples et je pense que c'est un élément clé de l'intervention de la politique monétaire de la Fed qui a permis d'éviter qu'au-delà d'une crise du Covid, on ait une crise financière et donc en fait ces conditions, on s'attend à ce que ces conditions restent assez souples dans les mois qui viennent et qui permettent d'éviter que les compagnies et que les investisseurs voient en plus de la crise du Covid une crise financière. Alors, l'élément clé qui va avec ces conditions relativement souples, c'est qu'on a un sentiment du côté des investisseurs qui est extrêmement optimiste et d'évaluations qui sont relativement élevées en matière de marché financier et donc un risque accru en particulier dans les mois qui viennent, de voir une correction sur les marchés financiers. Mais, comme je l'ai dit, cette politique souple de la Fed et les attentes d'une politique souple de la Fed qui continue à supporter ces marchés financiers relativement élevés. Alors pour conclure, en matière de politique fiscale et d'agenda fiscal, on a bien sûr l'inauguration de Biden demain et l'avènement d'une nouvelle politique fiscale, une politique fiscale qui sera orienté vers la reprise économique, mais aussi vers une croissance structurelle plus forte. Biden en particulier a annoncé la semaine dernière ce qu'il appelle son American Rescue Plan, qui équivaut à peu près 2000 milliards de dollars et qui vient se rajouter à toute une série de mesures qui ont été mises en place au cours de l'année dernière. On était déjà avant que ce American Rescue Plan ait été annoncé à un support fiscal de l'ordre de 3,6 000 milliards de dollars qui avait été mis en place. J'ai mis juste pour comparer la taille du stimulus qui avait été mis en place en 2008-2009. On est vraiment dans une optique complètement différente, avec un plan de relance beaucoup plus important, un plan qui vise, le American Rescue Plan, un plan qui vise à augmenter les allocations de chômage, à les prolonger dans le temps jusqu'à la fin septembre et à augmenter les transferts, les chèques qui vont être envoyés vers les différentes personnes, les différentes familles aux États-Unis. Si l'on combine le COVID Relief Bill qui a été voté et le American Rescue Plan qui sera probablement voté dans les semaines qui viennent, on aura des chèques qui vont être envoyés à chaque individu en dessous d'un certain seuil de revenus qui sera de l'ordre de 2000 dollars par personne, donc y compris les enfants. Donc une famille de 4 pourrait toucher au total presque 8000 dollars de transfert fiscal s'ils sont en dessous d'un certain seuil de revenus. Donc un lift assez important qui, à notre avis, va supporter une croissance accrue de la consommation et du PIB américain dans les mois qui viennent. Je ne pense pas que tout le American Rescue Plan passe tel qu'il soit, mais avec les démocrates qui contrôlent 50 votes au Sénat, il y a de plus en plus de chances qu'une large partie de ce plan puisse passer. L'impact économique final sera celui qu'on est en train d'observer ici, c'est-à-dire que notre scénario de base est la ligne ici de plus foncée de janvier, et avec ce qu'on a appelé les Bidenomics, donc toute une série de scénarios possibles, il se pourrait qu'on arrive à surpasser le niveau, le path de PIB qu'on avait avant la crise financière. Et donc l'avènement d'une politique fiscale plus expansive permettrait d'augmenter la croissance. On pourrait avoir un taux de croissance qui serait pas loin de 6% à notre avis. Notre scénario de janvier voyait une croissance de l'ordre de 4,3%. Je pense qu'avec le nouveau plan Biden, on pourrait s'approcher de 5,5-6% en matière de croissance en 2021, ce qui nous permettrait, comme je l'ai dit, d'arriver plus tôt à la tendance économique qu'on avait avant la crise du Covid, et ce qui est vraiment l'objectif principal en matière de reprise économique. Alors, juste pour conclure, encore une fois, la situation sanitaire est clé.
il faut absolument avoir une solution à cette crise sanitaire avant d'avoir une solution économique. Et je pense que les prochaines semaines vont être relativement difficiles puisqu'on a une situation sanitaire qui reste assez critique, mais il y a l'espoir de ce vaccin qui, si les problèmes de distribution, de logistique sont résolus, nous permettra d'avoir à peu près 2/3 de la population qui sera vaccinée d'ici juin, et donc une tendance à l'accélération en matière de croissance, en matière de consommation, en matière de mobilité et en matière d'emploi. Et une dynamique plutôt positive qui devrait aider à la reprise économique et supporter un taux de croissance plus élevé que ce que j'ai ici, puisque ça c'est le taux de croissance en fin d'année, donc de l'ordre de 4%. Je pense qu'avec le plan Biden, on devrait avoir une croissance qui devrait s'approcher encore une fois de 5,5%, peut-être même 6%, en fonction de la manière dont les gens dépensent leur épargne, dépensent leur transfert fiscal, et en fonction aussi, bien sûr, de la situation sanitaire. Je pense que d'un point de vue de politique monétaire, on restera avec une politique monétaire très très souple. Et comme j'ai dit, un élément clé de la reprise économique, c'est la politique fiscale qui devrait elle aussi rester assez souple et de manière générale continuer à supporter une croissance relativement forte aux États-Unis. Donc sur ces remarques, je vais sortir de cette vue et revenir, voilà. Je suis disposé à répondre à toute question. Voilà, pour t'applaudir, bravo, merci. Merci à toi. J'ai une petite question avant de céder la parole à nos chers invités. Chaque présidentielle, il y a toujours un secteur ou l'autre qui sort gagnant. Ici, à part le secteur Covid, quels sont les secteurs gagnants et les secteurs perdants avec l'arrivée de Joe Biden? Alors, il y a 2-3 secteurs. Alors, il faut distinguer. Il y a 2 éléments. Il y a un élément cyclique et un élément politique. L'élément cyclique viserait à dire qu'en fait, tous les secteurs qui ont souffert au cours de 2020 vont voir une croissance accrue avec cette accélération économique et avec cette situation sanitaire qui s'améliore. Donc, tout ce qui est le secteur des services de manière générale, mais tout ce qui est voyage, tout ce qui est, je suis en train de traduire les mots, mais restauration, hôtellerie, tous ces secteurs devraient se bénéficier de la reprise économique. En matière de dimension politique, les secteurs qui ont trait au climat, probablement à l'infrastructure, puisque j'en ai pas parlé, mais Biden a annoncé son American Rescue Plan, mais il a aussi annoncé, et ce sera un plan qui sera probablement mis en place plus tard cette année, mais son Build Back Better Plan, qui est un plan qui est orienté vers tout ce qui est recherche et développement, infrastructure, amélioration climatique, et changement climatique. Et donc, tous ces secteurs devraient bénéficier, mais dans un second temps. Donc, c'est une dynamique qui sera mise en place, mais probablement plus vers la fin du printemps, le début de l'été, puisque la priorité principale sera vraiment ce American Rescue Plan et cette reprise économique immédiate, avec un accent très fort sur tout ce qui est vaccination, un objectif de vaccination de 100 millions de personnes dans les 100 premiers jours, vraiment un focus beaucoup plus fort sur la dynamique cyclique. Voilà, merci pour cette réponse plus que complète. Marc Lambrechts, Marc, est-ce que tu aurais une question pour Grégory? Bien sûr, bien sûr. On a connu. Vous m'entendez? On m'entend? Très bien, très bien. Oui, on t'entend très bien. L'année passée, on a connu plusieurs records du Dow Jones et à chaque fois, Trump, en tweetant, disait que c'était quasiment grâce à lui que le Dow Jones battait des records. Quel est votre avis sur ces remarques de Trump? Et alors l'autre question, c'est est-ce que Biden ne sera pas moins pro-business que Trump? Est-ce qu'il n'y a pas un danger qu'il y ait des mesures qui soient anti-Wall Street quelque part? Oui. Alors, le premier élément, je pense que c'est toujours de souligner que les marchés ne représentent pas l'économie. Et je pense que dans la dynamique actuelle, il est très très important de souligner que les marchés ne reflètent en rien la dynamique économique. Je pense qu'il y a un énorme élément de support de la Fed qui est sous-jacent à ce qu'on voit aujourd'hui sur les marchés financiers. Alors, le président Trump avait l'habitude de tweeter un peu tout et n'importe quoi.
je pense qu'en matière de tweets et de reprise des marchés financiers, oui, c'est vrai que les marchés financiers voyaient toujours d'un côté positif les effets d'annonce du président. Mais il y avait toujours cette incertitude latente, c'est-à-dire que on peut se rappeler la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, où à tout moment on s'attendait à ce que le président annonce qu'il allait avoir des tarifs assez importants, 25%, sur une partie des importations de la Chine, qui est un des partenaires commerciaux américains les plus importants. Et donc on avait cette dynamique un peu biaisée et un peu malsaine où les marchés financiers réagissaient parfois de manière très très négative et parfois de manière très très positive à des effets d'annonce de l'administration Trump. Je pense que de manière générale, on est mieux dans un environnement dans lequel les politiques jouent moins avec les marchés financiers, puisqu'il y a toujours cette incertitude latente qui a des impacts réels sur l'évolution des compagnies. En matière de régulation, je pense qu'il est important de souligner que oui, Biden va avoir une politique de régulation plus forte. On le sait en matière du secteur bancaire, en matière de tout ce qui est climatique, on va avoir une régulation accrue. Mais il y a aussi cette dynamique par rapport au risque financier. C'est-à-dire qu'il faut toujours, je pense qu'il faut toujours prendre en compte le fait qu'il y a des risques financiers importants, et je pense qu'aujourd'hui, il y a des risques financiers encore plus importants vu que les marchés sont relativement élevés, et donc il y a toujours ce besoin de s'assurer qu'il n'y a pas d'excès. Et donc je pense qu'on va voir à travers Biden, et notamment à travers la Fed et les nominations à la Fed, un accent un peu plus fort sur tout ce qui est Dodd-Frank, donc régulation du secteur bancaire, qui avait été qui avait été réduite sous l'ère Trump, qui va probablement être réaugmentée. Mais je pense qu'il y aura toujours cette considération, parce que l'équipe économique de Biden n'est pas une équipe toute neuve, et qui est une équipe qui a quand même pas mal d'expérience. On va le voir aujourd'hui avec probablement la confirmation de Janet Yellen au Trésor. C'est des personnes qui ont quand même une expérience assez forte en matière de croissance économique. Et donc, ils ne vont pas mettre en place une dynamique qui sera entièrement contraire à la croissance économique. Il y aura cette attention toute particulière à la croissance économique, en particulier dans ce moment de crise. Merci. Merci. On a une main levée. Alors, M. Olivier. Olivier, on vous écoute. Vous m'entendez? Oui, Olivier, on vous écoute. Pas de souci. Parfait. J'avais une question. Je voyais un des chevaux de bataille de Trump, c'était de réindustrialiser l'Amérique. Je voyais le chiffre étonnant qui vient d'être donné sur l'économie représentant à 10% par l'industrie et 90% par les services. Les chèques qui vont vers les bas revenus, si j'ai bien compris, vont surtout vers des biens durables, donc probablement plus vers l'industrie. En quoi ces chèques vont-ils relancer l'industrie américaine ou au contraire relancer l'industrie chinoise et creuser le déficit? Principalement vers un déficit commercial accru. C'est-à-dire qu'un des éléments qui définit l'économie américaine, c'est que c'est une société de consommation. À peu près 70% du PIB est représenté par la consommation, et une grosse partie de cette consommation vient des importations. Donc lorsqu'on a ce genre de politique fiscale qui est fortement orientée vers un support du revenu disponible et donc de la consommation, on a de fait un rebond, on l'a vécu, on est encore en train de le vivre, un rebond accéléré et accru des importations, ce qui fait qu'en fait on a une augmentation du déficit du déficit commercial, notamment vis-à-vis de certains partenaires commerciaux comme la Chine, qui était, si on se rappelle, un des objectifs principaux de l'administration Trump était de réduire le déficit commercial par rapport à la Chine. Or, on a vu que lors de la crise du Covid, on a eu une augmentation du déficit commercial. Donc, en matière, la question est principalement quel va être le bénéfice principal des transferts vers les familles et les ménages américains, c'est que ça va probablement plus profiter à tout ce qui est importation plutôt qu'à la production domestique.
il y aura toujours un effet positif. Je l'ai noté notamment en parlant du secteur de l'automobile. On a vu un rebond très très rapide de la demande de voitures, ce qui n'est pas surprenant puisque dans un environnement Covid, les gens ont voulu pouvoir se déplacer de manière plus libre. Et on a vu un rebond assez impressionnant de la production de voitures. Donc on a certains secteurs qui ont bénéficié de cette demande accrue, mais de manière générale, si on devait généraliser, c'est plutôt les importations qui ont bénéficié. Merci. Alors, Daniel Brouet a également une question pour vous. Oui, je voulais vous demander, dans le cadre des aides financières octroyées aux entreprises américaines, est-ce que ces aides seront taxées? Oui. Oui. Enfin, certaines vont être taxées. Il y a eu différents niveaux d'aide. Donc, il y a eu pour le secteur de l'aéronautique en particulier, il y a eu 50 000 milliards qui avaient été mis de côté pour ce secteur en particulier. Ça, ce sera taxé. En matière de ce qu'ils ont appelé le Paycheck Protection Program, qui était un plan de relance pour les petites et moyennes entreprises, en fait, on a eu, au départ, c'était censé être des prêts. Ensuite, ça s'est transformé en prêts indéfinis. Et puis maintenant, il semblerait que ce soit plutôt des transferts en fait vers ces petites et moyennes entreprises. Il n'est pas encore entièrement clair comment ces entreprises vont devoir répondre aux obligations fiscales en 2021 par rapport à 2020. Il se pourrait qu'une partie de ces transferts soit taxée, et en particulier, si les conditions qui avaient été mises en place en mars-avril ne sont pas respectées, alors ces transferts seront d'office taxés. Mais s'ils sont considérés comme des emprunts et qui sont donc remboursables, ils seront pas taxés. Donc ça dépend vraiment un peu de la dynamique par rapport à chaque entreprise, si oui ou non ces transferts seront taxés. Mais par exemple, les allocations de chômage, elles sont considérées comme étant des revenus et donc seront taxées, imposées ici en 2021 pour 2020. D'accord. J'ai une autre question. De par les accords commerciaux que la Chine a passés avec d'autres pays asiatiques et avec l'Europe, cela ne va-t-il pas pénaliser dans le temps les États-Unis et les déforcer au niveau international? Ouais, je pense que les États-Unis ont pris un peu de retard en matière d'accords commerciaux, en matière de position géopolitique, puisque avec l'administration Trump qui était vraiment considérée, qui était vraiment concentrée sur America First et sur ce désir d'une hégémonie seule, on a vu vraiment un recul du multilatéralisme et je pense que ça va être un des éléments critiques de l'administration Biden, ça va être comment il se rapproche des partenaires commerciaux, des partenaires climatiques traditionnels. On le sait, et je pense que demain ou dans les jours qui viennent, l'administration Biden va annoncer toute une série de nouveaux ordres exécutifs, notamment un désir de rejoindre les accords de climatique de Paris. On va avoir aussi probablement une attention plus particulière sur tout ce qui est ou tout ce qui a été tension commerciale avec l'Europe. Je pense qu'on pourrait revenir à un désir d'accord qui était similaire à ce que Juncker et Trump avaient tenté de faire il y a de ça déjà 2 ans, je pense, sur un accord sans tarifs, sans quotas entre l'Union européenne et les États-Unis en matière de biens durables. Mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Je pense qu'il y a un dégât qui reste relativement significatif, mais il y aura ce désir de rejoindre certains accords. L'élément clé, par contre, c'est de retenir que Biden n'est pas nécessairement un free trader pur. C'est-à-dire qu'il n'est pas, enfin, les démocrates de manière générale sont plutôt anti-commerce que pro-commerce. C'est dans la dynamique historique. Donc Biden sera probablement en faveur d'un rétablissement des alliances du passé, mais pas nécessairement celui qui va mener vers une politique commerciale beaucoup plus ouverte. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les tarifs, par exemple, par rapport à la Chine, disparaissent du jour au lendemain. Il y aura probablement certains éléments des tarifs qui vont être revus, mais je pense que la politique commerciale, en particulier envers la Chine, restera assez stricte et assez ferme. Merci. Merci Daniel. Éric Delame. Éric? Oui.
Merci. Voilà, j'ai entendu Trump dire... vous m'entendez, hein? Oui. Allô? On t'entend très bien. Des visas d'affaires. J'ai entendu que Trump allait permettre aux Européens et même à certains autres pays d'arriver sur le sol américain pour des voyages d'affaires. Est-ce que, on a reçu tout de suite un contre-avis du porte-parole de Biden disant que c'était prématuré. Vous, avec votre observation du milieu d'affaires, est-ce qu'il y a des perspectives d'ouverture des frontières pour les voyages d'affaires ou pour des missions économiques? Alors, je pense que oui, mais je pense que ce sera lié plus tellement à un critère idéologique, mais plus à un critère objectif par rapport à la situation sanitaire. Je pense que l'administration Biden va changer un peu la dynamique en matière d'immigration, de manière générale, et probablement revoir certaines restrictions en matière de voyage, mais le faire de manière considérée par rapport au contexte sanitaire qu'on est en train d'observer. Donc oui, je pense qu'il y aura plus de flexibilité par rapport au voyage. Je ne pense pas qu'il y aura une décision qui sera généralisée par rapport à tout voyage venant de l'espace Schengen, par exemple, mais je pense qu'on va de plus en plus bouger vers une dynamique où les voyages sont tolérés avec certaines conditions. C'est-à-dire qu'on pourrait voir par exemple un passeport sanitaire, un passeport Covid qui montrerait qu'on a été vacciné ou qu'on a fait le test dans les 72 heures avant un voyage qui permettrait de faire le voyage et de respecter certaines conditions de quarantaine de chaque côté de l'Atlantique. Donc je pense qu'il va y avoir une politique un peu plus réfléchie par rapport à la crise du Covid qui va permettre un peu plus d'échanges et de voyages entre les différents pays. Et puis, j'ose espérer qu'avec la situation sanitaire qui s'améliore, on va rentrer dans une dynamique dans laquelle les gens sont plus libres de voyager, moyennant la preuve d'un vaccin ou d'un test négatif avant leur voyage. Merci. Dernière question, il est 59, donc il nous reste une petite minute. Monsieur Pata, une question pour vous également. Le micro est bloqué. Monsieur Pata, votre micro est bloqué. Voilà, malheureusement, donc on ne pourra pas le prendre en ligne. Une dernière petite question de ma part peut-être. Il y a les fameux 100 jours qui démarrent demain. On en parle à chaque présidentielle. À part l'effet Covid, quelles seront les autres grandes priorités donc immédiates de Joe Biden à partir de demain? Je pense qu'il y aura 3 priorités. La première priorité, c'est la situation sanitaire. Comme je l'ai dit, Biden va viser à vacciner 100 millions de personnes en 100 jours. C'est pas énorme. C'est 1 million de personnes par jour. Je pense qu'on peut arriver au-delà de ça. Mais je pense que ce sera clé de se concentrer vraiment sur la situation sanitaire et sur une résolution relativement rapide. L'élément 2 sera l'élément des ordres exécutifs. On va avoir toute une série d'ordres exécutifs qui vont être annoncés soit demain, soit dans les jours qui viennent, en matière d'immigration, en matière probablement de changement climatique, en matière d'accords internationaux. Et puis finalement, il y aura la dimension fiscale. L'administration Biden et son équipe, Yellen en particulier, vont mettre une pression assez importante sur tout ce qui est plan de relance économique et passage de ce plan de relance économique qui sera très important. Donc on va avoir ces 3 dimensions qui vont être clés. Avec l'élément sous-jacent, je pense qu'on ne va pas oublier Trump d'ici peu. Je pense qu'il y aura toujours cette procédure de destitution qui peut toujours prendre place même après la fin de la présidence, qui sera dans le background. Mais les 3 en matière économique, les 3 éléments de la politique des 100 premiers jours seront ceux que je viens de décrire. Parfait, merci. Bien, écoutez, je tiens à tous à vous remercier d'avoir participé donc, à cette première à partir de New York, puisque l'Ecofin Club maintenant se développe à l'international. Merci encore à Grégory Dacko, qui est également nouveau membre chez Ecofin et qu'on aura encore le plaisir de revoir, j'espère, d'ici 3 mois pour faire un petit peu le point après ces fameux 100 jours de l'Ecofin Club international et évidemment tout ce qui se passe aux États-Unis, à voir également ensemble et à lire dans les prochains Ecofin Mag aussi, puisque nous aurons le plaisir également d'accueillir Grégory dans notre magazine Ecofin Mag, puisqu'il publiera à chaque magazine une publication sur l'économie, notamment aux États-Unis. Un tout grand merci à vous tous, une très très belle fin de journée, bon business à vous également, et on croise les doigts pour demain pour que tout se passe bien à New York, on regardera ça avec grand intérêt du côté belge en tout cas. Un tout grand merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, cher ami. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye bye.